Salut les jeunes! On le connaît beaucoup, mais mal. Il peut être féerique, politique, historique, tragique ou sanglant, parfois tout en même temps. Il a un auteur phare dont nous avons déjà parlé ici, mais d'autres auteurs se rassemblent aussi à cette époque de l'histoire à la fois littéraire et dramatique de l'Angleterre. Je parle bien évidemment du théâtre élisabétain. Pour en savoir plus, c'est par ici. Avant toute chose, peut-être allez-vous trouver qu'il y a ici des redites, surtout si vous avez regardé les vidéos sur la biographie de Shakespeare. Mais je vais quand même essayer d'apporter de nouveaux éléments. Pour ceux qui ne les auraient pas vus, bien évidemment, je vous invite à aller faire un petit tour dessus. Et d'abord, pourquoi appelle-t-on ce théâtre le théâtre élisabétain? Eh bien tout simplement parce qu'il prend place en majorité pendant le règne de la reine Élisabeth Ier. On a coutume de dire que cette période s'étend de 1562, Élisabeth est alors reine depuis à peine 3 ans, à 1642, date à laquelle le Parlement interdit les représentations théâtrales sous le règne de Charles Ier. Entre les deux, il y a Jacques Ier, mais on y reviendra. Comme je l'ai dit dans la vidéo de Shakespeare partie 1, le contexte politique est extrêmement complexe à ce moment-là. Il est notamment sous-tendu au contexte religieux qui lui s'avère être particulièrement explosif à ce moment-là. On va revenir un peu dessus, mais alors accrochez-vous, c'est compliqué. Élisabeth est la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Tout ce joyeux foutoir commence avec Henri VIII. Si, vous savez, celui qui a eu 6 femmes et en a fait tuer 2. Voilà, lui. Donc, Henri VIII, à la suite de son mariage avec Catherine d'Aragon, veut faire annuler cette union. Mais cette union a été consommée puisqu'elle a donné naissance à Marie et à une tripotée d'enfants morts-nés ou en bas âge. Cette tentative d'annulation est très précisément l'un des événements qui amène au schisme avec l'église de Rome. Donc, on se retrouve avec un roi qui s'est débarrassé de sa première femme pour en épouser une autre, bien connue sous le nom d'Anne Boleyn. Celle qui a été décapitée. Voilà, celle-là. Élisabeth arrive donc à ce moment-là. Après bien des péripéties que je vous évite, notre fameux roi est excommunié par le pape. Comme on s'en doute, ça va rajouter bien des difficultés, notamment entre anglicans et catholiques. Henri VIII va être absolument obsédé par le fait d'avoir un héritier mâle, et ça va rater à tous les coups. Soit il meurt in utero, soit il meurt jeune, soit il ne fait que des filles. 3 actes de succession vont alors être rédigés. Le second écarte Marie et Élisabeth de la succession au trône, privilégiant l'unique fils d'Henri VIII, Édouard, parce que oui, il a réussi à en avoir un, mais un seul, avec sa 3e épouse, Jane Seymour. Le 3e acte de succession donne à nouveau à ses filles la possibilité de lui succéder, mais après Édouard. Après la mort du roi, Édouard, dorénavant Édouard VI, n'a que 9 ans. Une régence s'installe donc jusqu'à ses 18 ans. Et il perd pas de temps le saligo, il tente d'évincer ses sœurs de la succession au trône, et particulièrement Marie, qui est catholique, en nommant Jeanne Grey, une parente, à sa succession. Et là, la loose. Édouard VI meurt à 15 ans sans être jamais monté sur le trône. La dite Jeanne Grey prend la succession, et c'est le règne le plus rapide de l'histoire de l'Angleterre, 9 jours. Mais évidemment, on s'en doute, Marie la catholique n'a pas vraiment prévu de se laisser ravir le trône. Elle monte une révolte, fait enfermer Jeanne à la Tour de Londres et finit par la faire exécuter pour mater ceux qui pourraient avoir envie de manifester leur désaccord. À la différence de son demi-frère Édouard et de son père, Marie tente de rétablir le catholicisme en Angleterre et elle va pas y aller avec le dos de la cuillère. Il va y avoir tellement de morts qu'on va la surnommer Bloody Mary. Absolument, comme le cocktail. C'est d'ailleurs de là que ça vient. Elle meurt sans enfant en 1558. Cette fois, c'est Élisabeth qui lui succède. Elle sera d'ailleurs la dernière représentante de la dynastie Tudor. Après son règne, ce seront les Stuarts qui monteront sur le trône. Élisabeth, elle, embrasse la réforme. Elle est donc anglicane. Ce sont tous ces changements qui permettent de comprendre pourquoi le contexte à ce moment-là est à ce point tendu. Les trahisons et autres tentatives de renversement sont extrêmement fréquentes et les catholiques sont durement réprimés.
Le théâtre élisabétain prend naissance dans ce bouillonnement constant, mêlant tout à la fois des phénomènes d'ordre religieux, sociaux, sanitaires, alimentaires et culturels. Et il faut comprendre ça pour y voir plus clair dans ce théâtre. Je sais que certaines choses ont déjà été dites, bien sûr, mais il est important de comprendre à quoi ressemblait Londres quand on cherche à comprendre vraiment le théâtre élisabétain. À la différence du reste de l'Europe, c'est une ville où la Renaissance est déjà bien en marche. Le théâtre élisabétain s'appelle d'ailleurs parfois le théâtre de la Renaissance anglaise. La mortalité infantile est alors très répandue, on fait donc beaucoup d'enfants. De fait, Londres est une ville jeune. Les estimations parlent d'une ville dans laquelle la moitié de la population aurait eu moins de 20 ans. Environ 10% de sa population est alors composée d'apprentis. Sans surprise, c'est donc une ville dans laquelle éclatent beaucoup d'échauffourées. C'est aussi une ville qui bouge énormément. On y trouve beaucoup de marchands ambulants qui vendent leurs produits rapidement et surtout bruyamment. Plus loin, il y a les étals, et comme évidemment tout le monde joue à qui braillera le plus fort, on ne s'entend plus penser. Les prostituées naturellement sont très accortes et appâtent le chaland quand il passe. La vie privée n'existe pas, la vie se joue dehors ou à tout le moins sur le pas de la porte. On s'y installe pour capter un peu le soleil, attirer le promeneur ou échanger insultes et ragots avec les voisins. Les boutiques se succèdent les unes après les autres et chaque quartier a sa spécialité. On ne vend pas d'épices là où l'on vend des gants et on ne trouve pas de drèche, c'est du Malte, pour rappel, là où l'on vend du fromage, évidemment. Les rez-de-chaussée sont sombres et inhabités. En général, ils servent de lieu de stockage pour les sacs de blé ou de drèche, par exemple. Bref, chacun tente de vendre ce qu'il a à vendre. Au coin des rues, des ballad sellers, chanteurs, hommes ou femmes, montent sur des tonneaux pour vanter leurs nouveautés. On mange toute la journée, en petite quantité et souvent en se déplaçant. Les détritus sont jetés à même le sol et les rigoles charrient toutes ces saletés qui empuantissent la ville, attirent les rats et déclenchent les très fréquentes épidémies de peste. Architecturalement, comme toute ville érigée en grande partie pendant la période médiévale, Londres n'a aucun sens. On trouve de tout. Des ruelles qui ne mènent nulle part, des escaliers qui empiètent sur la rue, des trous entre deux maisons, des immeubles qui menacent de s'effondrer, de tout, vraiment. Malgré les très nombreuses destructions, notamment de monastères, ordonnées sous le règne d'Henri VIII, certains bâtiments résistent au temps et à la politique. C'est entre autres choses le cas de la Tour de Londres que l'on peut toujours voir aujourd'hui. La ville s'étend très vite et elle attire beaucoup. On y trouve des pauvres comme des riches, mais aussi des migrants et même des ouvriers agricoles. Tous cherchent à améliorer leur vie, chacun à leur échelle. Des bâtisses se construisent sur les moindres parcelles libres, les rues, les jardins, mais également les cimetières. En 1520, la population londonienne est d'environ 50 000 personnes. En 1600, soit 80 ans plus tard, elle se monte désormais à 200 000 personnes. Londres est alors une ville infiniment théâtrale. Tout, ou tout du moins beaucoup de choses, se joue sur le costume. L'apparence est un indicateur essentiel. L'on peut en déduire le statut social ainsi que la fortune de son interlocuteur. À de rares exceptions près, la couleur, l'originalité et les détails du vêtement sont particulièrement mis en avant. Mais la nature du vêtement peut aussi indiquer une profession. Même les marchands ambulants ont des costumes particuliers. Les prostituées mettent de l'amidon bleu pour être reconnues. Les apprentis se doivent de porter des blouses bleues en hiver et des manteaux bleus en été. Ils sont de plus contraints de porter des culottes bleues, des bas blancs et des bérets plats. C'est précis, hein? Les mendiants et les vagabonds, eux, s'habillent de sorte à provoquer la pitié. Dans les théâtres même, c'est dans les costumes que passe le plus gros de l'argent. C'est dire toute l'importance que l'on accordait aux questions de vêture. Mais revenons au théâtre. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos sur la vie de Shakespeare, théâtre et bordel sont à ce moment-là très liés. D'abord, géographiquement, parce qu'ils se situent dans les faubourgs, c'est-à-dire hors de la ville. Mais également parce que les propriétaires de théâtre, comme par exemple Henslowe et Alleyn, possédaient souvent ces mêmes types de bâtiments. Pour le commun des mortels, en ce temps, ces activités sont souvent liées. Les faubourgs londoniens comptent alors une centaine de bordels. De fait, ces espaces sont alors considérés comme des espaces de liberté loin du moralisme général. Théâtre et sexe sont des activités perçues comme un soulagement temporaire. La réalité est dure, il faut bien un moyen de s'en évader de temps à autre. On trouve quantité de gens à Londres, et la présence de parias, les migrants et les pauvres en premier lieu, donne souvent lieu à des échauffourées et des émeutes. C'est une ville violente où le crime est partout. À ce moment-là, les hommes portent presque tous à la ceinture un poignard ou au moins une arme d'estocade.
Les apprentis ont des couteaux et même les femmes portent sur elles des poinçons ou des épingles pour parer aux mauvaises rencontres. La violence est latente. Si la mortalité infantile est particulièrement élevée, la mortalité tout court l'est elle aussi. Londres est une ville où l'on n'a guère le temps de vieillir. 40 ans représentent déjà le début de la vieillesse. Les Londoniens côtoient sans cesse la maladie, la peste, et la mort. Et l'on se dépêche de vivre avant de ne plus en être capable. Les Londoniens étaient très probablement bien plus hauts en couleur que leurs contemporains ailleurs en Angleterre. Shakespeare s'est probablement repu de ces images pour créer nombre de ses personnages. Typiquement le personnage de Mercutio dans Roméo et Juliette. L'une des choses importantes à retenir, c'est qu'à ce moment-là, à Londres, le théâtre est considéré comme une forme d'expression extrêmement dynamique et à ce titre jouit d'une très grande popularité. En France, on appellera ça la théatromanie, mais ça n'aura lieu qu'un siècle et demi plus tard environ. Mais donc pour le théâtre, grande question, dans cette ville en pleine mutation, où est-ce que ça se joue ? Dans cette société comme dans bien d'autres au fil de l'histoire, les acteurs et donc le théâtre sont vus de façon extrêmement ambiguë. Si le théâtre est largement plébiscité, les acteurs, eux, sont mis en marge de la société et sont globalement mal vus et mal considérés. Les troupes cherchent donc sans surprise la protection de riches et puissants mécènes, mais également de lieux dans lesquels se produire afin de sortir de la rue. Si ça ne fonctionne pas tout à fait comme espéré, on peut déjà voir les germes de ce qui va devenir le théâtre élisabétain. Au moment où Shakespeare arrive à Londres, vers 1686 ou 1687, il existe alors différents lieux de spectacle. En général, les acteurs jouent dans des auberges pour les mieux lotis. Parfois, elles possèdent une grande salle ou une cour. On sait par exemple que la troupe de Lord Strange se produit au Cross Keys dans le quartier de Gracechurch Street. Dans la même rue, on trouve également le Bell Inn. Il y a aussi le Bell Savage sur Ludgate Hill, le Bull dans Bishopsgate Street et le Boar's Head au nord de Whitechapel Street. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si ces lieux ressemblaient plus à des auberges ou à des théâtres. On sait par exemple que Boar's Head, un espace dévolu au théâtre, avait été construit. Chance, c'est loin d'être le cas partout. Dans la majorité des lieux, on trouve surtout des planches posées sur des tonneaux, le tout ficelé par des cordes. Pour autant, on sait qu'aux alentours de 1580-1590, il existe alors au moins 4 lieux de spectacle spécialement conçus pour le divertissement. Parmi eux, on trouve alors le Red Lion sur Mile End, construit vers 1567 par un certain John Brain, épicier de son état. Cet homme se trouve également être le beau-frère de James Burbage, qui travaillera notamment avec Shakespeare. On sait que le Red Lion est un théâtre permanent attaché à une ancienne ferme. La scène mesurait 12 mètres de large sur 9 mètres de profondeur. Une trappe permettait des effets spéciaux et une sorte de tourelle en bois, construite au-dessus de la scène à 5 mètres de haut, permettait notamment des ascensions et des descentes. Pour autant, Burbage et Brain ne restent pas au Red Lion. Ils choisissent un autre site dans le quartier de Shoreditch où, en 1576, ils démarrent la construction du futur Theatre. Il est construit sur l'emplacement d'un ancien couvent, celui des Bénédictines. Un fossé et un mur le séparent des champs environnants. Une brèche ouverte dans ce mur permet aux spectateurs d'avoir accès au theatre à pied ou à cheval. Le nom se voulait une référence au mot latin theatrum. Personne n'imaginait alors que ça deviendrait un mot générique. C'est un bâtiment polygonal en boiserie noire et plâtre blanc avec très probablement une toiture en tuiles. On sait que le bâtiment est grand. Il peut accueillir environ 1500 spectateurs répartis sur les galeries, sur 3 niveaux, galeries qui entourent un espace au centre. Cet espace aujourd'hui on l'appellerait plutôt le parterre. D'un côté, on trouve la scène qui est une structure permanente cette fois-ci. Elle est dotée d'un toit soutenu par des piliers et une tying house à l'arrière qui sort notamment pour les entrées et sorties des personnages mais aussi pour les changements de costumes. Il y a une entrée principale et 2 escaliers extérieurs qui mènent aux différents niveaux. Tous les théâtres construits après le seront sur le même modèle. Comme le dit Peter Ackroyd, l'aventure de Brain et Burbage va avoir tant de succès qu'un an après, tout juste, un certain Henry Laneham fait construire à 2 pas de là un nouveau théâtre. Il s'agit cette fois du curtain, qui signifie le rideau. Mais attention, rien à voir avec le rideau du théâtre. Il s'agit seulement d'un mur qui est là pour protéger la propriété du vent et des intempéries.
On pense qu'il ressemblait à s'y méprendre au theater, avec une cour ouverte, une scène surélevée et 3 rangées de galeries. On sait grâce à un visiteur étranger qu'il fallait alors débourser un penny pour rester debout dans le parterre, un autre pour être assis dans la galerie, mais qu'il en fallait 3 pour être installé sur les sièges les plus confortables garnis de coussins. À cause en partie de l'augmentation du prix du foncier, on sait que le Rose était nettement moins impressionnant architecturalement que ses 2 prédécesseurs. Il est en bois et plâtre avec des galeries cette fois protégées par des toits de chaume. Il est alors voisin de 2 établissements qui proposaient des combats d'ours et de taureaux. Était-il spécialisé dans le théâtre? Avait-il des accords avec les bâtiments qui l'entouraient? Difficile à affirmer. Toutefois, des fouilles à son emplacement ont mis à jour des crânes de taureaux ainsi que d'autres ossements. Il n'est donc pas impossible qu'il ait aussi donné dans ce type de divertissement. On sait aussi que le Rose est alors construit sur le site d'un ancien lupanar. Et désolé de vous décevoir, mais non, son nom n'a aucun rapport avec l'équipe anglaise de rugby d'aujourd'hui, dont le nom est une référence directe à la guerre des 2 Roses sous Henri VI. Il s'agit ici purement et simplement d'un surnom dont on affublait les prostituées alors, Rose. Ce théâtre ayant été construit sur le site d'un ancien lupanar, son nom est une référence autrement plus triviale que celle du 15 de la Rose. On sait aussi que le lieu de construction du Rose est marécageux et donne directement sur la Tamise. Le Rose est un polygone à 14 côtés. D'un point de vue architectural, à ce moment-là, c'est la forme qui se rapproche le plus d'un cercle. La scène déborde sur le parterre, probablement par imitation par rapport à celle du curtain. Elle est également très légèrement inclinée vers l'avant. C'est une chose qu'aujourd'hui on ne voit plus que dans certains théâtres à l'italienne. En 1989, des fouilles ont eu lieu à l'emplacement présumé du Rose et ont mis au jour, entre autres choses, des pépins d'orange, des souliers de style Tudor, un crâne humain, un crâne d'ours, le sternum d'une tortue, des jetons d'auberge du XVIe siècle, des brûle-gueules, un éperon, le fourreau et la garde d'une épée, des bourses, quantité d'ossements d'animaux, d'épingles, de chaussures et de vieux vêtements. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Shakespeare, mais le Rose au départ peut accueillir 1900 spectateurs, puis 2400 après remaniement. Pour autant, le diamètre du théâtre n'est que de 22 mètres, c'est peu, approximativement celui d'un des plus petits théâtres londoniens actuels. À titre de comparaison, le plus grand théâtre de Londres aujourd'hui est le théâtre royal de Drury Lane et il ne contient pas la moitié des spectateurs que pouvait contenir le Rose. En bref, le public y est excessivement serré. Entassé serait même plus juste. Haleine des voisins, odeur de transpiration, relents de nourriture bon marché et effluves d'alcool. L'atmosphère y est absolument irrespirable, ce qui explique probablement pourquoi ces théâtres ne sont pas des espaces clos. Originellement, le Blackfriars est un bâtiment comprenant une grande salle en rez-de-chaussée et une seconde à l'étage. Quand on parle du lieu dans sa destination théâtrale, c'est alors ce qui se passe à l'étage qui nous intéresse. Et la particularité de ce lieu justement, c'est qu'il est clos. Quand Richard Burbage, le fils de James, parvient à faire transformer cette salle en théâtre, tous les autres théâtres de la ville sont fermés pour cause de peste. Mais cette fermeture ne concerne que les théâtres dits publics. Le Blackfriars, lui, est plutôt ce qu'on pourrait appeler un théâtre privé, il n'est donc pas concerné. C'est ainsi que Burbage trouve le moyen de faire jouer sa troupe malgré l'interdiction. Toutefois, il convient de noter que cette salle ne peut accueillir que 700 spectateurs, ce qui est bien peu comparé aux autres. Un jeton d'entrée coûte 6 pence pour la galerie, ce qui est bien plus cher qu'au Globe. Avec 1 shilling, on peut s'offrir une place sur un banc dans le parterre. Ici, pas de spectateurs debout. Une demi-couronne permet, elle, d'avoir une loge. Enfin, pour 2 shillings, on peut louer un tabouret et s'installer directement sur scène. Oui. Ce théâtre étant clos, on utilise des bougies, davantage de musique et surtout bien plus d'effets spéciaux. Toutefois, la salle est tout autant éclairée que la scène. C'est dans ce théâtre que le découpage en actes et scènes va commencer à se faire, rapport à une contrainte technique. Et oui, les bougies fondent au cours de la représentation, il faut pouvoir les changer. À son ouverture, le Globe était réputé comme étant le plus splendide des théâtres. Il peut accueillir 3000 personnes, réparties dans le parterre et les 2 galeries, soit 1000 personnes chacune. Lui aussi est un bâtiment polygonal, à 14 côtés. La charpente est en chêne, les vides sont comblés par du clayonnage enduit de torchis et les finitions sont faites en plâtre blanc. La toiture, elle, est en chaume.
Pour définir une date d'ouverture du globe, on se réfère à l'astrologie, et on arrête la date du 12 juin 1599. Il s'agit du solstice d'été associé à une nouvelle lune et enfin à une marée haute, de façon à faciliter la venue des spectateurs d'une rive à l'autre de la Tamise. On a d'ailleurs démontré que l'axe du globe était dans l'alignement du lever du soleil le jour du solstice d'été. Et pourtant, ce théâtre ne va servir que 14 ans. En effet, le 29 juin 1613, lors de la représentation de la pièce intitulée Tout est vrai, à laquelle Shakespeare a collaboré, un incident lié à un canon met le feu au toit de chaume du bâtiment. L'incendie se répand comme une traînée de poudre, c'est le cas de le dire, et détruit le bâtiment dans sa totalité. Il sera reconstruit au même endroit moins d'1 an plus tard, puis détruit en 1642 lorsque les puritains l'ordonneront sous le règne du roi Charles Ier, fils de Jacques Ier. Et après ça, rien, jusqu'en 1996. Basé sur d'anciens plans, il sera reconstruit à l'identique à seulement quelques centaines de mètres de son emplacement originel. La seule différence consistera en l'installation d'un système moderne et efficace de prévention des incendies. Ce théâtre, baptisé aujourd'hui le Shakespeare's Globe, est ouvert depuis 1997 et des représentations y ont lieu tous les étés. Il est également visitable si vous êtes de passage à Londres. Visuellement, c'est une débauche de dorures, de couleurs et d'ornements de toutes sortes. Les piliers en bois qui soutiennent la scène sont peints à l'imitation de l'or et ou du marbre. Tout le reste est pensé pour être le plus coloré et criard possible. Tous les murs sont peints et on trouve quantité de moulures et de sculptures en plâtre. Mais nous avons peu parlé de la scène, elle est rectangulaire et surmontée de la tiny house, sorte de haut mur avec un avant-toit. Au-dessus de ce fameux avant-toit, on trouve une zone réservée aux musiciens. La formation est en général assez petite, 6 ou 7 musiciens. On y trouve des trompettes, des tambours, des cors, des flûtes à bec, des luttes et également des oboès. Pardonnez-moi pour la prononciation, je ne sais pas du tout comment ça se dit. De temps à autre, c'est un acteur qui s'occupe de jouer d'un instrument. Le fond de scène comporte en général plusieurs portes facilitant les entrées et sorties des acteurs et permettant surtout qu'ils ne se croisent pas. Un acteur qui sort n'utilise jamais la même porte que celui qui entre. Ça rend la chose plus facile pour des personnages qui ne doivent surtout pas se croiser ou pour donner la sensation que la vie du personnage se poursuit en coulisses. Globalement, le décor est assez générique. Il s'agit d'un plateau vide sur lequel on amène divers accessoires en fonction des besoins. On trouve des lits, des tables, des chaises ou des tabourets. Par bonheur, la liste des accessoires de la troupe du Grand Amiral a été préservée. Y apparaissent un rocher, une grotte, une tête de lit, un laurier, une tête d'ours, une peau de lion, un chien noir et une jambe de bois. Il va sans dire, vu le type de théâtre dont il est question, que les troupes possèdent quantité de vessies pleines de sang de mouton pour les scènes de bataille et de meurtre. Parfois, on fait appel à des toiles peintes. Pour situer une action, on va au plus simple, on le dit. C'est en général le personnage qui énonce le lieu où il se trouve. Pour comprendre à quel type de personnage on a affaire, on se réfère aux costumes et surtout aux couleurs du dit costume. Si, souvenez-vous, on en a parlé sur la partie sur Londres. L'habit peut déterminer directement l'identité d'un personnage. C'est le cas pour le juif et l'italien, qui sont des personnages récurrents, mais aussi pour le marchand par exemple. Tout vêtement de toile désigne un marin, une veste bleue, un serviteur. Sans surprise, les vierges portent du blanc, les médecins, des robes écarlates. Les jeunes hommes qui jouent les personnages féminins portent parfois un masque, mais pas systématiquement. Et en termes d'effets spéciaux, comment ça marche? Dans une représentation, à ce moment-là, tout est excessivement bruyant. Il y a des bruits de sabots de chevaux, des cloches, des chants d'oiseaux, mais aussi même parfois des coups de canon. On utilise des feux d'artifice pour les éclairs et de la fumée pour le brouillard ou la brume. Une bonne vieille plaque de métal secouée avec vigueur donne le tonnerre et on lance des pétards pour que ça claque bien. Pour la mer, on remue des galets dans un tambour et pour le vent, une pièce de toile attachée à une roue suffit amplement. Enfin, des poids secs sur une plaque de métal suffisent pour recréer le bruit de la pluie. Ingénieux, non? Pour monter une nouvelle représentation, il faut entre 2 et 3 semaines, c'est rapide. À titre de comparaison, aujourd'hui, monter un spectacle demande 5 à 6 semaines de répétition. En l'occurrence, au Globe, on présente une quinzaine de nouveautés par an. On sait qu'au Rose, c'est pas moins de 150 représentations de 30 pièces différentes qui sont données au cours d'une seule saison d'hiver. Mais pour ça, sans surprise, il faut une pièce. D'abord, la troupe passe commande à un auteur sur la base d'une trame déjà imaginée en amont. L'auteur reçoit des paiements réguliers durant son travail d'écriture jusqu'au solde qui lui sera donné lorsqu'il rend le Book of the Play, sorte de manuscrit donc.
Cette fois, c'est le bookkeeper qui prend les choses en main. Il prépare le plot, sorte de synopsis de l'histoire. Dedans, il va préciser le nom des acteurs, les accessoires nécessaires et les effets spéciaux. Il se charge aussi de répertorier la succession d'entrées et de sorties de chaque personnage. Tout cela lui permet de définir un nombre de scènes, de sorte à déterminer définitivement de combien d'acteurs il a besoin. Il divise alors le texte en scènes, ce changement n'est marqué que par un trait, puis par l'indication de l'entrée d'un personnage. Peut-être est-ce alors la même personne ou non, mais quelqu'un se chargeait de recopier le texte de chaque personnage. Attention, pas la pièce en entier, seulement le texte du personnage. Avant chaque réplique sont notés les derniers mots du personnage qui s'exprime juste avant. Ces rôles sont donc notés sur des scrolls, sorte de longues bandes de parchemin reliées ensemble. Mais, avant de s'emballer, la pièce doit passer devant l'intendant des menus plaisirs. Contre une somme qui va de 7 shillings à 1 livre sterling, l'intendant délivre une licence permettant la représentation publique de la pièce dans toute l'Angleterre. Quand le théâtre est ouvert, on hisse un drapeau sur le toit, on fait résonner les trompettes et surtout on placarde des affiches partout avec le plus de sensationnel possible. Aujourd'hui, on dirait que c'est putaclic. Ce serait quelque chose comme le meurtre pitoyable, l'extrême cruauté, des choses dans ce genre-là. Les représentations débutent à 2h l'hiver et à 3h l'été. On parle bien de l'après-midi. On trouve presque toutes les classes sociales dans les spectateurs. Évidemment, il était plus facile pour les courtisans, les étudiants et la petite noblesse de venir en après-midi. Mais les commerçants et les apprentis, s'ils décidaient d'interrompre leur commerce le temps de la représentation, venaient aussi. Alors c'est sûr, il y a probablement bien plus de personnes issues de moyenne que de basse extraction. Et une autre sélection se faisait fatalement en fonction du prix déboursé. Entre ceux qui payaient 1 penny pour une place au parterre et ceux qui en payaient 2 pour une place au balcon, le tri était vite fait. Pour autant, au balcon, les places ne sont pas attribuées. Premier arrivé, premier servi, peu importe la classe sociale. La représentation est très bruyante. Sifflets, applaudissements, hurlements, agressions, engueulades et pleurs. Ajoutons à cela les vendeurs ambulants qui, pour être entendus, criaient ce qu'ils vendaient et nous avons là un tableau des plus assourdissants. On vend des oranges, des pommes, des noix, du pain d'épices et, bien évidemment, de la bière. En termes d'ambiance, on se situe sur quelque chose à mi-chemin entre un match de foot, de préférence une finale, et un concert au Hellfest à 21h. Et bien sûr, il fallait composer avec tout ça. Pour l'anecdote, le meow, le miaulement, était très utilisé pour manifester son mécontentement. Au fur et à mesure de son utilisation, ce son va désigner un sifflement que les hommes font à l'adresse des femmes et devenir ce que l'on connaît sous le terme anglais « catcall ». Ah, n'allons surtout pas oublier le must. Comme de bien entendu, prostituées et pickpockets rôdaient dans les environs. Une représentation digne de ce nom ne peut tout de même pas se concevoir sans les plus vieux métiers du monde. S'il y a une chose qui ressemble alors pour beaucoup au théâtre public français d'aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, en Angleterre, le théâtre dépend en totalité des autorités et des mécènes. Sans argent et sans protection, pas de théâtre. Et cela se voit beaucoup avec la vie de Shakespeare. Il a régulièrement changé de troupe et ou de mécène en fonction des orientations politiques ou religieuses du dit mécène, des lois plus ou moins liberticides pour le théâtre et des périodes de peste. Les archives dont nous disposons aujourd'hui pour ce type de recherche sont vagues, détériorées, voire inexistantes. Ça complique les recherches. On sait en revanche que tout ce petit monde bougeait tout le temps. Les acteurs changeaient de troupe, les troupes se faisaient et se défaisaient, et les pièces bougeaient ou non avec ce mouvement. Je m'explique. La plupart du temps, c'était une troupe qui détenait le droit d'une pièce. Mais alors, si elle était dissoute, qui partait avec ce droit ? De même, pour se faire de l'argent, il arrivait que les troupes se vendent les droits les unes aux autres. Parfois encore, c'était un acteur qui possédait les droits d'une pièce. Si l'acteur partait, la pièce partait avec lui. Et c'est précisément ce qu'a fait Shakespeare, qui est resté l'unique propriétaire de ses écrits toute sa vie. À chaque fois qu'il a changé de troupe, la pièce est partie avec lui. C'est notamment l'une des raisons qui fait que c'est si complexe aujourd'hui de définir la réelle paternité de certaines œuvres. Pour les amoureux de sensationnel, il est absolument inutile de s'embarquer dans la fameuse et inutile polémique « Shakespeare n'a jamais existé et n'est pas l'auteur de ses œuvres ». La première raison, c'est qu'il a été maintes et maintes fois démontré que Shakespeare a existé. La deuxième raison, c'est qu'on sait que tous les auteurs se connaissaient, s'admiraient et surtout se copiaient allègrement les uns les autres.
Donc forcément, on retrouve chez l'un des vers qui ont été écrits par l'autre et inversement. Ça ne permet en aucune façon de prouver quoi que ce soit. De la même façon, quand les auteurs arrivaient à s'entendre, c'était pas toujours évident, il leur arrivait aussi d'écrire à plusieurs mains. Ça aussi, ça complexifie la donne. La notion même de propriété intellectuelle est alors un concept totalement inconnu, et ça va le rester encore pendant un petit moment. Les choses se faisaient ainsi, voilà tout, et personne ne les remettait en question. De fait, quand Shakespeare arrive à Londres, tout, absolument tout est pour lui. Il a un boulevard devant lui pour que ça fonctionne. Ce dont il est important de se souvenir, c'est que nous sommes alors au XVIIe siècle. Nous allons tenter de ne pas faire l'erreur absolument grossière de Lampedusa, auteur italien du XIXe siècle, qui considérait par exemple la pièce Titus Andronicus de Shakespeare comme particulièrement bête, sanglante et sans intérêt. En réalité, si cette pièce peut nous paraître grotesque par bien des aspects, elle ne l'était très certainement pas pour les spectateurs de l'époque de Shakespeare. Et pour cause, si aujourd'hui nous pouvons trouver grotesques les mains tranchées de Lavinia, pour un spectateur de l'ère élisabéthaine, ce n'était pas sans rappeler des supplices qui se pratiquaient alors toujours en place publique, notamment pour les voleurs. Rappelons-le, les Londoniens vivaient dans une violence permanente. Deux choses encore. D'abord, écrire pour le théâtre est une activité plutôt très lucrative. Une pièce coûte environ 6 livres sterling. Les auteurs les plus demandés en écrivent à minima 5 par an, pour un revenu annuel qui fait le double de celui d'un maître d'école. Ensuite, si l'activité d'écrire pour le théâtre est plutôt lucrative, c'est également un travail sur le long terme. En effet, les pièces ne restent que peu de temps à l'affiche. Un auteur peut s'estimer heureux si sa pièce dure plus d'une semaine et plus qu'honoré si elle fait un mois. Les troupes peuvent alors monter 7 à 8 nouvelles pièces par saison. Pour suivre ça, en tant qu'auteur, il faut écrire à une vitesse phénoménale. Et ce d'autant plus qu'une pièce n'est alors pas considérée comme une œuvre théâtrale. De fait, elles s'écrivent et se perdent à peu près à la même vitesse que celle à laquelle elles sont représentées. La mode est très changeante. On avait constamment besoin de nouveautés, et dans l'univers du divertissement, les modes et les lubies étaient instantanées. Pendant 10 ans, la mode fut aux drames historiques, aux tragédies de la revanche, aux comédies pastorales, ensuite supplantées par les comédies des humeurs et les comédies urbaines. Celles-ci s'attardèrent de plus en plus sur le sexe. Les satires aussi connurent une grande vogue. Puis il y eut la période des pièces romaines, suivie par la vogue des pièces sur les gouvernants travestis. Ensuite, on se mit à aimer les romances et les pièces agrémentées de masques. Il faut savoir qu'à la fin des années 1580-1590, les troupes se produisent 6 fois par semaine et donnent à voir une pièce différente chaque jour. C'est dire l'extraordinaire capacité de mémorisation des acteurs. Mais justement, parlons des acteurs. Leur nombre dans les troupes va aller croissant, passant de 7 à 8 à plus d'une vingtaine. Et c'est comme tout, une chose en entraînant une autre, ce nombre allant croissant, le théâtre va également devenir plus ambitieux. Les mises en scène se complexifient, les changements de décors et d'accessoires se font plus rapidement et on utilise davantage les effets spéciaux. Rappelons d'ailleurs à ce propos qu'un effet spécial n'est pas nécessairement numérique. Un maquillage est un effet spécial, une trappe dans la scène servant à faire apparaître ou disparaître un acteur est un effet spécial. Une machine à fumer est un effet spécial. Bref, à l'ère élisabéthaine, oui, on use et abuse des effets spéciaux permettant de rendre chaque pièce plus spectaculaire que la précédente. Mais alors, comment fonctionnent exactement les troupes ? On sait par exemple que celle du Grand Chambellan comprenait 16 acteurs, dont 5 ou 6 garçons. Petit rappel, pas de femmes sur scène à cette époque. Il n'existe pas alors à proprement parler de guilde d'acteurs. Pour autant, les jeunes garçons sont considérés comme des apprentis. La durée de leur apprentissage varie de 3 à 12 ans. Les garçons ont un maître adulte chez qui ils logent et dont ils reçoivent l'éducation. Un contrat lie la famille du garçon et le maître. En échange de 8 livres sterling de frais d'admission, le maître s'engage à verser à l'apprenti 4 pence par jour. Il est très peu probable que les rôles féminins aient été joués par de très jeunes garçons. Ils étaient plus probablement interprétés par de jeunes hommes en fin d'apprentissage et dont le talent d'acteur était sans doute plus à même de faire vivre Cléopâtre ou Desdémone. Chaque acteur de la troupe a une spécialité, danse, chant, combat, rôle comique, etc. Shakespeare a dû apprendre à chanter, danser, peut-être même jouer d'un instrument, sauter, faire des roulades, etc. Ils doivent même être capables d'effectuer des tours de force à la manière des acrobates. Les acteurs sont toujours très polyvalents. Mais le fonctionnement de la troupe ne se limite pas aux acteurs et à leurs apprentis. En effet, il reste du monde.
Ainsi, l'on peut trouver un teneur de livres, qui fait aussi office de souffleur, parfois un teneur de scène, mais aussi un costumier ou tireman, des musiciens, un ou deux menuisiers, des gatherers, chargés de collecter l'argent à l'entrée en amont des représentations, et évidemment, les stagehands, qu'on appelle aujourd'hui machinistes ou techniciens. À chaque métier, son statut et son salaire. Il existe deux exceptions. La première, ce sont les sharers, qui partageaient les responsabilités et les bénéfices. La seconde, ce sont les hired men. Ce sont des acteurs de passage, auxquels on fait appel si le besoin s'en fait sentir. Ils doivent être capables d'apprendre un texte annexe en un temps record et surtout de s'accommoder de peu de répétitions. Un sharers versait 50 livres en rejoignant la troupe, ce qui lui donnait droit à un pourcentage des recettes. Il semble que les sharers aient pris leur décision en votant à majorité. Ils étaient chargés de choisir les nouvelles pièces entrant au répertoire de la troupe. Il leur revenait également d'organiser les répétitions, d'acheter les costumes, de coller les affiches, de prévoir les programmes à venir, mais également de payer les gens qui participaient au fonctionnement général du théâtre, ainsi évidemment que de régler les licences à l'intendant du menu plaisir. Enfin, suivant la coutume élisabéthaine, ils devaient s'assurer de faire la charité aux pauvres de la paroisse. On trouve aussi le statut d'housekeeper, sorte de copropriétaire. Mais pour acquérir ce statut, il faut que la troupe soit propriétaire du théâtre, ce qui est rarement le cas. En général, il y avait un propriétaire pour la parcelle, un second pour le bâtiment, et un entrepreneur, comme Henslowe par exemple, pour gérer le reste. La troupe de Shakespeare pourtant deviendra propriétaire du Globe, ce qui vaudra à Shakespeare d'être un housekeeper, ce qui lui rapportera pas mal d'argent. Concernant le jeu proprement dit, il est extrêmement difficile aujourd'hui de savoir à quoi ça pouvait bien ressembler. Shakespeare et Thomas Nash font souvent référence à un jeu qui, à l'évidence, déjà à leur époque, est extrêmement démodé. On y trouve force moulinée de bras, soupirs, roulement des yeux pour exprimer la peur et traversée de scènes à grandes enjambées. Dans la mesure où ils en parlent et s'en moquent, et que James Burbage était considéré comme jouant avec beaucoup de naturel, il n'est pas impossible de penser qu'il tentait de moderniser un jeu daté. Il est également important de se souvenir qu'alors, un acteur interprète un rôle et non un personnage. On ne se pose en aucun cas la question de la motivation du personnage ou de sa psychologie. Enfin, chose essentielle et non des moindres, les spectateurs se comptent en milliers et non en centaines. Ils font du bruit, se disputent, se battent, bref, quand on est acteur, il faut savoir projeter la voix par-dessus le brouhaha avec beaucoup d'efficacité. Et pour faire en sorte que le public se taise, il n'y a pas le choix, il faut le captiver. Pour ça, deux techniques. La première, un rythme endiablé. La pièce, peu importe sa longueur, doit tenir en 2 ou 3 heures maximum. Autant dire, il parle très vite. La seconde, des meurtres et surtout beaucoup de sang. Shakespeare d'ailleurs n'a pas été le seul à user de cette technique. George Peele est alors connu comme auteur dramatique. Il l'est également comme organisateur de parades et autres spectacles publics. Or, si ces pièces se distinguent par un goût prononcé pour le cérémoniel, il n'hésite pas non plus une seconde à mettre en scène du sanguinolent. Pour l'une de ces pièces, une indication scénique prévoit, entre autres choses, l'entrée de la mort et 3 furies, l'une avec du sang, l'autre avec des têtes tranchées sur un plat et la troisième avec des ossements humains. Vraiment, on ne se refuse rien. Autre chose importante, à ce moment-là, les pièces ont souvent tendance à débuter in medias res, ce qui signifie que l'on plonge directement le spectateur dans l'action. Si la royauté n'a guère de problème avec le théâtre, il n'en va évidemment pas de même pour les autorités ecclésiastiques et pour les autorités des villes qui en général ne voient pas les représentations d'un bon œil. Globalement, retenez qu'on leur a souvent interdit de jouer pour telle ou telle raison, qu'on leur a beaucoup mis des bâtons dans les roues, voire même emprisonné si le Lord Mayor, sorte de maire, était de mauvaise humeur. Et ça n'a pas l'air de grand chose, mais en vrai, c'était complexe. Si en général le pouvoir ferme plutôt les yeux sur le théâtre et son mode de fonctionnement, il n'hésite pas, en fonction des intrigues de cour, à trouver un coupable, même s'il faut le fabriquer, de toutes pièces. Et c'est justement le cas en 1593. Le 5 mai, un long poème ouvertement xénophobe est placardé sur les murs du cimetière hollandais. À ce moment-là, une vague de menaces sans précédent déferle sur les immigrés hollandais, français et belges. Ce poème est signé par un certain Tamerlan. On soupçonne un écrivain professionnel. Les autorités clament l'importance de trouver l'auteur et de le soumettre à la torture si nécessaire. C'est chose faite. Thomas Kyd, auteur de la tragédie espagnole, est arrêté et torturé.
Il cite Christopher Marlowe, qui sera à son tour arrêté et interrogé avec supplément torture 2 jours durant par le conseil privé, la plus haute juridiction du pays. Il est relâché sous condition de se présenter chaque jour devant leur seigneurie. Il meurt 10 jours plus tard, poignardé au cours d'une rixe. Thomas Kidd, lui, meurt mystérieusement l'année suivante. Beaucoup ont alors pensé que l'affaire avait été montée de toutes pièces. C'est extrêmement difficile à affirmer aujourd'hui. Toutefois, on peut sans peine imaginer ce que la mort mystérieuse de 2 auteurs préalablement soumis à la torture a dû provoquer dans le petit milieu des acteurs et auteurs de théâtre. Pour autant, les relations ne sont pas toujours mauvaises. En 1594, le grand chambellan, Lord Hudson, décide de mettre un peu d'ordre dans tous ces théâtres qui fleurissent en ville comme des pâquerettes. Il crée donc une troupe à son nom, dont Shakespeare fait partie, et souhaite mettre en place une source fiable et durable de divertissement pour la reine. Il construit alors un duopole dans la ville. Lui-même va prendre en charge, financièrement, s'entend, une troupe qui va sobrement s'appeler la troupe du grand chambellan. Elle sera dirigée par James Burbage et installée dans les théâtres qu'il possède. Le gendre de Lord Hudson, Charles Howard, va prendre en charge une seconde troupe tout aussi sobrement appelée la troupe du grand amiral. Elle sera dirigée par Edward Alleyn et installée dans le Rose, appartenant à ce moment-là à Philip Henslowe. Pour clore définitivement toute protestation, Lord Hudson accepte de faire interdire les représentations théâtrales dans les auberges. De cette façon, le théâtre occupe les 2 rives de la Tamise, les divertissements pour la reine sont assurés et les troupes ont désormais des protecteurs puissants. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour ce qui est de jouer devant la couronne, il y a naturellement des règles à respecter. Évidemment qu'on ne débarque pas en fanfare, pieds nus et en sarouel, les choses doivent être faites dans les règles. Les acteurs doivent d'abord répéter la pièce devant l'intendant des menus plaisirs, qui s'assure que le texte est à la mesure de l'auditoire. Il n'hésite pas à changer des termes et même à supprimer des passages entiers s'il estime qu'ils sont susceptibles de froisser la reine. Mais il n'est pas là que dans un objectif de censure. Il peut aussi, s'il le juge nécessaire, décider de prêter des costumes aux acteurs pour éviter aux 2 parties la gêne constitutive à une représentation devant la couronne avec des costumes par trop élimés. Il peut aussi leur prêter des armures si des scènes de combat ont lieu, des nécessaires de chasse et peut même leur prêter une machine pour faire le tonnerre et les éclairs. Bref, l'intendant des menus plaisirs s'assure du bon déroulement de la représentation et pas seulement de la partie censure. Quand tout cela est réglé, alors c'est tout un cérémonial qui se met en place. Les acteurs descendent la Tamise en barque, accompagnés d'un canot qui supporte les costumes et les accessoires, et ce, jusqu'à la salle d'apparat de Greenwich, vidée pour l'occasion. Dans la salle, la scène est disposée à une extrémité, parée de toiles de fond imitant la perspective. Le dé royal, lui, est positionné à l'autre bout. Pour autant, on s'en doute, les relations avec les autorités ne sont pas toujours au beau fixe. Par exemple, en juillet 1597, la troupe du comte de Pembroke donne une pièce intitulée The Isle of Dogs d'un certain Ben Jonson. La plume est acérée, moqueuse et sans concession. Il se moque ouvertement de plusieurs membres de l'administration. Résultat, affront, scandale, colère et punition, ça va sans dire. Ben Jonson est emprisonné et questionné, avec ou sans supplément torture, ça on l'ignore. Mais là où ça devient complexe, c'est que loin de ne punir que Ben Jonson, l'administration décrète qu'aucune pièce ne sera jouée dans Londres pendant cette période d'été. Et crac! En 1600, le conseil privé décide de limiter le nombre de représentations à 2 par semaine, ce qui met un sacré frein aux finances des établissements théâtraux. Pas de panique, ça ne les freinera pas franchement pour autant. Peu importe la période dont il est question, le théâtre a toujours trouvé un moyen de contourner les interdits. Mais le pouvoir ne se limite pas à la couronne. Le poids religieux est énorme à ce moment-là et extrêmement tendu. Les puritains s'opposent violemment au théâtre et ce pour plusieurs raisons. Ils trouvent d'abord que de par sa pratique de l'oralité, le théâtre entre en concurrence directe avec l'instruction. Mais comme c'est du divertissement, c'est extrêmement dangereux puisqu'évidemment ça risque de ne créer que des oisifs. Et puis ces acteurs encouragent la sensiblerie et interrogent trop les questions sexuelles, notamment avec ces jeunes hommes déguisés en femmes et ces roturiers vêtus comme des princes. Bref, le théâtre contrefait l'image de Dieu. Le théâtre est donc nécessairement une forme extrêmement dangereuse d'idolâtrie que seuls les papistes apprécient. Alerte, outrage. Élisabeth meurt non mariée et sans enfant le 24 mars 1603. Si le nom de son successeur ne fait pas débat, les 7 semaines que met celui-ci pour gagner Londres permettent à tout le monde de paniquer un petit peu, et au premier rang desquels évidemment, les acteurs. Pour une raison toute bête, personne ne sait si Jacques Ier aime le théâtre. Et finalement tout va bien, il aime ça, et plus encore qu'Élisabeth. Pour donner une idée, Jacques Ier couvre de bienfaits la troupe de Shakespeare qui va même devenir la troupe des comédiens du roi.
À titre de comparaison, sous le règne d'Élisabeth, il joue au palais en moyenne 3 fois dans l'année. On passe brutalement à 14 sous le règne de Jacques Ier. Les 3 sorcières au début de Macbeth sont d'ailleurs là en partie pour plaire aux suzerains qui raffolent des histoires de sorcellerie. Mais alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on représentait au milieu de tout ça? En 1572, une loi du Parlement permet d'y voir un tout petit peu plus clair dans ce qui se proposait dans Londres comme divertissement. Les acteurs sont alors considérés comme les vagabonds, et le vagabondage est durement réprimé par les autorités. Dans les conditions du châtiment des vagabonds, on apprend que figuraient dans cette dite catégorie de vagabonds les maîtres d'armes, gardiens d'ours, acteurs communs et d'interludes, et ménestriers n'appartenant à aucun baron du royaume ou autre personnage de haut rang. On sait donc que contre toute attente, ces pratiques relèvent à la fois du divertissement et du vagabondage. Cela montre nettement dans quelle situation pour le moins ambiguë évoluent alors les acteurs. Pour autant, le théâtre est loin d'être le seul divertissement à être représenté sur scène. On y montre des combats d'ours, de taureaux, de maîtres d'armes, de chiens ou même face à d'autres animaux. Les Londoniens en raffolent. Un voyageur vénitien pas très emballé racontera avoir vu quelques 200 chiens pris à la trappe, prêts à être lancés sur des taureaux et des ours sauvages. Une autre forme scénique montrait un ours aveugle tourmenté par les coups de fouet, tout en finesse. On trouvait aussi des spectacles dits profanes, en opposition à religieux. Dans les pièces, on trouve des titres comme La fille du forgeron, La conspiration de Catilina, L'histoire de César et Pompée, ou encore La pièce des pièces. On sait que se donnent à la fois des mélodrames mais aussi des batailles sur scène, bref, tout ce qu'il faut pour que ce soit extrêmement spectaculaire. Un spectacle est également un bon prétexte pour faire entendre les fameuses gueulées, ou encore chanson impudique d'une vierge du Kent et un petit discours obscène sur un larron. Bref, on bénéficie sur scène d'une liberté de ton que l'on n'a pas ailleurs. Tout ça est d'ailleurs très organisé. On sait par exemple qu'à la Hope Playhouse, arène de combat construite non loin du globe par Allain et Henslow, les combats de chiens et d'ours avaient lieu les mardis et jeudis. On jouait des pièces de théâtre les lundis, mercredis et vendredis, peut-être le samedi, mais jamais le dimanche. Voilà donc comment s'est construit le théâtre élisabétain. Pourtant, et c'est très curieux, si ce théâtre est largement plébiscité durant cette période, il va sombrer dans l'oubli doucement mais sûrement à compter de 1642 et ne sera redécouvert que tardivement par le reste de l'Europe, mais aussi par les Anglais. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sur le cœur vous en dit et surtout à vous abonner, on fera péter le champagne. S'il y a des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à les proposer, on essaiera de vous régaler. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pas aussi longues, promis.